Salut à tous, ici Sébastien, spécialiste de la location courte durée et auteur du blog louerencourtedurée.fr. Je suis ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous diffuser une interview du directeur général France et Belgique de Airbnb. Alors le directeur général France et Belgique de Airbnb s'appelle Emmanuel Maril et il a été l'invité d'une émission diffusée sur RMC l'été dernier et cette émission s'appelle Les Grandes Gueules. Alors j'ai trouvé très intéressant de vous diffuser cette interview parce qu'elle contient énormément de contenu et d'informations intéressantes. Alors je suis vraiment désolé par avance, j'ai téléchargé l'enregistrement podcast de cette émission et j'ai pas pu obtenir la vidéo. J'ai écrit à la radio, alors je ne sais pas si mon mail s'est perdu en cours de route ou si tout simplement ils n'ont pas vu ou s'ils n'ont pas souhaité y répondre. Le fait est, c'est que je n'ai pas pu récupérer l'interview vidéo d'Emmanuel Maril, mais je vais donc vous diffuser l'enregistrement audio et vous allez voir qu'il y a énormément d'informations intéressantes. Alors avant de vous diffuser cette interview, voilà quelques points que j'ai relevés et qui peuvent être très intéressants. Alors c'est vrai qu'on entend partout dans la presse que la fréquentation des hôtels baisse en raison de la multiplication des offres de la location courte durée. Eh bien, chiffre à l'appui, Emmanuel Maril nous explique que les chiffres de l'hôtellerie justement sont de très beaux chiffres et que la location courte durée ne vient pas pénaliser l'activité de l'hôtellerie, tout simplement parce que ce sont deux offres différentes sur le marché de la courte durée. Alors dans un deuxième temps, ce que nous dit Emmanuel Maril, c'est qu'il y a également la majorité des offres sur la plateforme Airbnb qui concernent des propriétaires qui font de la location courte durée à l'échelle artisanale entre guillemets, c'est-à-dire qui louent principalement leur résidence principale. Et chose très importante, ce que nous dit Emmanuel Maril, c'est que la moyenne des Français présents sur la plateforme Airbnb, la moyenne du gain des Français sur la plateforme Airbnb est seulement de 2100 € par an. Autrement dit, il y a très peu de personnes qui effectuent cette activité en mode industriel, en mode business. Tout ça pour vous dire qu'il y a donc énormément de place à prendre encore sur le marché de la location courte durée. Alors ce que nous dit également Emmanuel Maril, c'est que cette activité, elle a permis de délivrer 1 milliard d'euros à des Français, enfin sur les Français présents sur cette plateforme Airbnb, voilà, pour venir augmenter leur pouvoir d'achat. Troisième point très important, vous verrez que dans cette interview, on rappelle que lorsqu'on loue sa résidence principale pour effectuer de la location courte durée, la moyenne est de 120 jours par an. C'est ce que nous rappelle Emmanuel Maril. Pour autant, vous allez voir que les journalistes ne prennent pas en considération cette information et reviennent systématiquement sur cette limite à 120 jours par an, quel que soit le type de logement. Et ça, c'est ce que je vous dis dans chacune de mes vidéos. La limite à 120 jours par an, elle est uniquement présente si vous faites de la location courte durée dans votre résidence principale. Si vous décidez d'exploiter un logement dédié à cette activité, vous n'avez aucune limite sur le nombre de jours. C'est ce qui est repris par Emmanuel Maril dans cette interview. Alors les journalistes évoquent également le fait que cette activité n'est pas génératrice d'emplois, ce qui est totalement faux, puisque si vous faites appel à des sociétés de conciergerie pour remettre les clés, pour effectuer le linge, pour faire le ménage, bien entendu que vous allez créer de l'emploi grâce à cette activité. Et d'ailleurs, il est rappelé dans cette interview que les touristes sont des personnes également qui vont consommer dans les bars, qui vont consommer dans les restaurants, bref, des personnes qui font vivre l'économie locale. Donc cette activité de location courte durée est bien entendu bonne pour l'économie. Et puis dernier point, je ne sais pas pourquoi, les journalistes de RMC évoquent également le fait que les propriétaires qui achètent des appartements pour faire de la location courte durée sont des personnes qui échappent à l'impôt. Alors là, j'ai pas compris pourquoi. Tout simplement parce qu'à partir du moment où vous faites de la location courte durée, vous devez déclarer vos revenus locatifs dans la catégorie BIC, bénéfices industriels commerciaux, de votre déclaration d'impôt et en ce sens-là, vous êtes assujetti à l'impôt au même titre que la personne qui fait de la location meublée classique, entre guillemets, avec un locataire à l'année. Voilà pour les quelques points essentiels que j'ai relevés dans cette interview. Je vais vous laisser la visionner, puis en attendant, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement les deux e-books que j'ai rédigés, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Et puis je vous mets également à disposition une formation offerte sur la fiscalité du loueur meublé non professionnel en location courte durée. Et vous verrez que la location courte durée est bien assujettie à l'impôt, mais qu'il y a
des moyens d'éviter cet impôt dans des considérations tout à fait légales. Alors si vous souhaitez accéder à l'ensemble de ces éléments, cliquez simplement sur le petit i qui apparaît en haut à droite de la fenêtre de cette vidéo. Et puis si vous regardez cette vidéo à partir de YouTube, vous avez accès à l'ensemble de ces éléments dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Allez, je vous quitte ici pour aujourd'hui et puis je vous laisse tout de suite non pas visionner, mais plutôt écouter l'interview d'Emmanuel Maril dans l'émission Les Grandes Gueules d'RMC. Je vous dis à très très bientôt. Ciao. RMC jusqu'à 13h. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Olivier Truchot. Encore un qui se prend pour le fils de Dieu. Les Grandes Gueules. Maintenant ça va chier. La suite des Grandes Gueules sur RMC jusqu'à 13h et sur numéro 23, bien entendu. Les GG et vous à 12h45, on reviendra avec vous au 32-16. Vous pourrez interpeller directement nos Grandes Gueules, Jimmy Mohamed, notre médecin, Zora Habitant ou Jacques Maillot sur les sujets du jour. On a parlé de ce jour de carence rétabli pour les fonctionnaires. Est-ce une décision juste? Tout le monde n'était pas d'accord. Il y avait notamment un débat entre Zora Habitant et Jimmy Mohamed. Les GG voulaient savoir ce matin si il faut mettre une clause d'exemption avec ces 11 vaccins obligatoires, permettre finalement aux parents qui ne veulent pas vacciner leurs enfants avec ces 11 vaccins de le faire. Est-ce que c'est une bonne idée? Là aussi, il y avait débat. Et puis, notre grande gueule du jour, c'était Nicolas Hulot qui annonce la fin des voitures diesel et essence d'ici 2040 sur tous ces sujets. On attend dès maintenant vos réactions et vous serez en direct tout à l'heure à 12h45. Qui est la grande gueule du jour? RMC, le grand oral des Grandes Gueules. Le grand oral d'Emmanuel Maril, le tout nouveau patron d'Airbnb France et Belgique. Bonjour. Bonjour. Alors, la saison estivale commence. Vous pouvez nous donner des chiffres? Ça cartonne en France toujours, parce qu'on va rappeler que votre plateforme communautaire de location de logements de particuliers, en France, c'est le deuxième marché après les États-Unis, c'est ça? Exactement. La France est le deuxième marché après les États-Unis. Paris est le premier marché au niveau mondial. C'est-à-dire que Paris est la capitale Airbnb dans le monde. C'est notre premier marché, la capitale d'Airbnb, c'est pas mal, ouais. Ça vous va? Comme slogan. Ça plaît pas à Anne Hidalgo, mais bon, tant pis. On va en reparler. Alors, dites-nous, quel chiffre? Quelques chiffres. Il y a 3 millions de Français qui vont voyager avec Airbnb en juillet et en août, alors en France ou à l'étranger. Donc on a déjà évidemment une bonne visibilité sur les réservations, ça risque encore un peu d'évoluer. Et la première destination, peut-être pas plaire encore à Anne Hidalgo comme vous le disiez, c'est toujours Paris. C'est-à-dire que les Français qui voyagent sur Airbnb voyagent à Paris en première destination. Après c'est Charente-Maritime, Morbihan, Var et Corse du Sud. Bordeaux aussi, ça marche bien, je crois. La Gironde, vous avez raison, est dans le top 10. Ouais. D'accord. Et c'est-à-dire, par exemple pour Paris, c'est combien de logements? À Paris, aujourd'hui, c'est 65 000 annonces sur le site. 75 000 logements mis en location sur Airbnb à Paris. Exactement. Donc en fait, vous transformez les villes en immenses hôtels. On transforme les villes on transforme tout l'espace urbain en potentiellement un espace d'accueil et d'hospitalité pour les millions de voyageurs qui utilisent Airbnb aujourd'hui. Pourquoi les gens maintenant vont chez vous et moins à l'hôtel? Alors, ils vont pas moins à l'hôtel. Aujourd'hui, quand on regarde les derniers chiffres, notamment depuis 1er janvier, les chiffres de l'hôtellerie sont très bons. Et par exemple, à Lyon, ils ont jamais été aussi bons qu'en ce moment. Ouais. Les taux d'occupation sont très bons. Ouais. C'est deux offres différentes? Sont deux offres qui sont très différentes, certes, même si aujourd'hui on voit une hôtellerie qui va vers des choses très modernes. Il y a un hôtel qui s'appelle le Mob Hôtel Saint-Ouen qui met des lits gonflables dans ses chambres, par exemple. On a une hôtellerie qui évolue énormément, qui innove, ce qui est une très bonne chose. Donc en fait, ça a un peu poussé les hôteliers à se remettre en question, un peu comme Uber a poussé certains chauffeurs de taxi à changer, à évoluer. Si je le dis moi, c'est arrogant. Je pense, oui, que forcément, quand on commence à amener un autre produit, le client appartient à personne. C'est le point de base. Le client n'appartient à personne. Ça s'appelait à Jacques, ça. Ah oui, mais il a raison, c'est excellent, ça. Le client n'appartient à personne. Mais quand on sait ça, il n'y a plus de polémique, il n'y a plus de débat, c'est fini, c'est bien. Donc on propose quelque chose qui est un peu différent, c'est de voyager un petit peu différemment. Mais quand vous prenez des jeunes, par exemple, ou des familles, une offre comme Airbnb est intéressante parce que quand on a 2 enfants, voyager à Paris, c'est cher. Voyager à Londres, c'est cher. New York, c'est cher. Quand on est étudiant, voyager à Paris, c'est compliqué aussi. Donc d'un côté, on a le voyage qui est intéressant, et de l'autre côté, on a sur la partie hébergeur, il y a un problème de pouvoir d'achat en France. C'est aussi une des raisons pour lesquelles le succès est aussi fort en France d'Airbnb. Et sur les 12 derniers mois, un autre chiffre, et après j'arrête d'assommer avec des chiffres, on a mis 1 milliard d'euros dans la poche des Français dans les 12 derniers mois
des Français qui hébergent sur la plateforme. 1 milliard d'euros. Donc c'est du vrai pouvoir d'achat. Le problème, c'est que ce développement incontrôlé d'Airbnb dans l'Hexagone entraîne plusieurs choses. La hausse des loyers, l'hémorragie de la population. Par exemple, il y a des arrondissements parisiens où finalement il y a quasiment plus de Parisiens, mais il y a que des propriétaires de logements Airbnb qui font de bonnes affaires. Mais bon, donc on se retrouve qu'avec des touristes. On ferme, semble-t-il, des petits commerces aussi. Et alors on m'a même dit qu'il y avait une recrudescence de la prostitution à cause d'Airbnb. Excusez-moi, ça me fait rire. C'est pas vrai ? Je pense qu'il faut absolument dire halte au fantasme. Aujourd'hui, il y a évidemment un grand volume. Il y a 300 000 hébergeurs Airbnb en France. 300 000. Sur ces 300 000, une immense partie, l'immense majorité, ce sont des particuliers qui louent leur résidence principale ou leur résidence secondaire et qui gagnent en moyenne 2100 euros par an. 2100 euros par an. Donc on est sur un peu plus d'un 13e mois. Donc parler de commercialisation à outrance, ça fait partie de points que je déplore aujourd'hui parce qu'on stigmatise une population qui en a besoin. Les gens qui font ça, et à Paris, je repars de Paris, mais c'est pas un phénomène parisien, évidemment, Airbnb. Mais à Paris, près d'un tiers des gens qui louent sur Airbnb le font parce que ça leur permet de contribuer à rester dans leur logement pour payer les charges et autre chose. Donc, qu'il y ait des dérives, certes, il y en a, évidemment, il y en a. De dire que ça dépeuple les centres-villes, des arrondissements parisiens, etc. C'est vrai, par exemple, le 2e, le 3e arrondissement. 65 000, c'est pas beaucoup. 65, il y a 1,3 million. Mais c'est concentré sur les mêmes arrondissements. Il y a 1,3 million de logements. Mais regardez, aujourd'hui, plus de 90% des Parisiens qui louent sur Airbnb le font moins de 120 jours par an. La loi, et je le rappelle, et je pense que c'est important pour tous vos auditeurs, la loi est très claire, elle n'a pas changé. La loi, 120 jours de location par an maximum. Chaque personne peut louer sa résidence principale jusqu'à 120 jours par an en France. C'est la loi de 2014, c'est une des meilleures lois sur l'économie collaborative dans le monde et une des premières à être votée. Sauf qu'à New York, on passe à ces 30 jours. À New York, c'est variable en fait. Ça dépend. Amsterdam, c'est 60 jours de location. Amsterdam 60, Londres 90. Donc on est un peu plus permissif. Mais c'est mieux. On est en pointe. C'est ce que je disais. C'est formidable. 2014, c'était une bonne loi. Aujourd'hui, ce qu'on voit avec le bruit qu'il y a eu ces quelques jours sur l'enregistrement, c'est juste la mise en place de cette loi finalement. Mais la loi à la base, elle est bonne. Mais que répondez-vous au Conseil de Paris, à la mairie de Paris, qui veut justement limiter ce seuil, passer en dessous des 120 jours? Moi, je leur réponds juste que les 50 000 Parisiens, parce qu'il y a des logements, mais il y a 50 000 Parisiens qui louent sur Airbnb, ce sont des gens qui accueillent dans tous les arrondissements de Paris. C'est pas concentré. Aujourd'hui, les arrondissements qui se développent le plus chez nous, c'est 18e et 15e arrondissement. Je leur dis juste que ça permet de disperser le tourisme, que le tourisme, c'est 11% du PIB de la ville de Paris, et qu'il y a des gens qui le font, et ils le font parce que, alors, ils veulent créer du lien social, mais ils le font parce qu'ils en ont besoin. Il y a un besoin de pouvoir d'achat, 1 milliard d'euros. Parallèlement, sur les quelques derniers mois, il y a eu des augmentations de charges, il y a eu des augmentations d'impôts, il y a eu pas mal de choses en France. Ramener du pouvoir d'achat, c'est pas une mauvaise idée, je pense. Et la deuxième mesure que souhaiterait mettre en place le Conseil de Paris, c'est imposer l'enregistrement des biens loués auprès des autorités. Alors, c'est la loi, c'est en fait la loi numérique d'il y a un an qui arrive en application aujourd'hui. Donc c'est à peu près, c'est normal. Le Conseil de Paris a décidé de la mettre en application et la voter en début de semaine. Mon enjeu à moi là-dessus, c'est de faire en sorte que pour les 50 000 hébergeurs qui sont sur la plateforme, ça soit le plus simple possible. Aujourd'hui, le plus simple. Oui. L'économie participative collaborative de 2017, c'est une économie simple. Une économie qui doit aller vite, une économie qui doit permettre... En France, vous savez, on aime bien la paperasse et on aime bien complexifier les choses. Parce que vous craignez en fait que le propriétaire soit obligé d'aller à la mairie, remplir 50 000 papiers. Alors en fait, ça va pas être ça. Ça va être ça va être automatique sur Internet en quelques clics. Donc ça va. Non, parce qu'on a quand même discuté longuement pour faire quelque chose qui soit facile à mettre en place, malgré tout. Même si je pense que c'est disproportionné. Vous avez raison. La France est un pays qui rajoute des règles, des normes de manière assez c'est comme ça. Alors mes chers grandes gueules, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, Zora Habitant? Moi je trouve ça génial. Moi je suis pro de l'économie collaborative. Tu as déjà été dans un logement? Ah oui, je ne fais que ça. Que ça? Ah oui, parce que je trouve que c'est une super formule. D'abord, on rencontre des gens. 2, c'est moins cher. Parfois, on n'a pas vraiment envie d'aller à l'hôtel parce qu'on a envie de prendre son petit-déj soi-même, etc. Donc, l'économie collaborative, c'est Airbnb, mais c'est tout un tas de choses. C'est Blablacar, c'est Blablacar, etc. Et il y a aussi l'autre économie collaborative, ou en tout cas solidaire et participative, qui est l'achat entre particuliers, le prêt, le troc, etc. Et pourquoi on va vers ça? Et la raison, elle est simple, c'est économique.
parce que on n'a pas envie de payer le prix fort et on peut pas. Les gens, il y a un chômage de masse incroyable dans ce pays. Les gens ont du pouvoir d'achat qui a baissé, donc on trouve des systèmes, et dont Airbnb en est un, pour pouvoir vivre de manière pas faire que travailler et profiter. Et donc moi je trouve ça super. Alors qu'on colle un certain nombre de règles, c'est bien, sauf que les Français, faut un peu les arrêter à bout d'un moment, parce que eux c'est des spécialistes, ils ont plus de limites dans les règles, et à la fin ils flinguent toutes les possibilités aux gens de vivre autrement. C'est un art de vivre, l'économie collaborative. C'est une façon de pouvoir avoir une qualité de vie et un art de vivre sans pour autant dépenser plein de fric. On peut louer à 4, à 6 avec des amis, c'est hyper accessible. Emmanuel Maril, en fait, ça a changé les habitudes. Mais je trouve, en fait, ça a permis, je pense qu'il y a 5 ans, personne n'imaginait pouvoir louer sa résidence principale et la donner à un illustre inconnu, la prêter à un illustre inconnu. En fait, c'est ça a changé, vous avez raison, les habitudes. J'aime bien l'expression art de vivre. Je pense que si l'un de nos fondateurs entendait cette expression-là, difficile à traduire en américain, il serait vraiment satisfait. C'est un peu ça, authentique. Et alors il y a des sujets où parfois il y a un peu moins d'authenticité, mais dans l'immense majorité des cas il y a une authenticité. On va chez quelqu'un et on rencontre des gens. Vous avez raison. Ouais. Mais pourquoi la France c'est le deuxième marché après les États-Unis? Parce que c'est un pays de propriétaires au départ. Donc il y a, quand on est un pays de propriétaires, forcément on va de résidences secondaires. Il y a 3 millions de résidences secondaires en France. Je pense que c'est le pays en Europe où il y en a le plus. Parce que c'est un pays où il y a un vrai problème de pouvoir d'achat structurel depuis longtemps. C'est un pays qui a une charge fiscale, des charges en fait. La charge qui pèse sur le foyer a augmenté très très fortement sur les 15 dernières années. Alors, faut le dire. Il y a beaucoup d'impôts. Attendez, Sarkozy, Hollande, etc. Non, et Macron, ça commence mal. Et Macron, ça commence mal aussi. Non. Et c'est vrai que c'est une solution. Et on est un pays, c'est le dernier point, on est un pays qui a des nombreux jours de vacances par rapport à d'autres pays d'Europe. Donc les gens ont des vacances. Pour partir en vacances, il faut de l'argent. Pour avoir de l'argent pour partir en vacances, on va essayer d'utiliser son actif principal, qui est sa résidence. Et on va essayer d'en gagner. Beaucoup en fait louent leur appartement pour pouvoir eux-mêmes partir en vacances à ce moment-là. Jimmy Mohamed. Non, je trouve que c'est évident ce que je veux dire. C'est bien ce genre d'initiative. Je me souviens que j'ai habité vers Porte de Montreuil, entre un carrefour et une station essence. Et juste à côté, il y avait un hôtel franchement tout pourri, où la nuit coûte 50 €. Et je me dis, mais qui habite dans un hôtel aussi miteux pour 50 € quand on peut, sur un Airbnb, avoir un logement plutôt décent, avec, quand on a des enfants, ce qu'il faut pour chauffer un biberon, avec un micro-ondes, parce qu'avoir un micro-ondes dans un hôtel, c'est vraiment pas du luxe, avoir de quoi laver ses vêtements. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant. Et j'ai appris un truc sur Airbnb, c'est que vous avez créé aussi une plateforme solidaire pour les migrants. Exactement. Un truc sur lequel vous n'avez pas en plus hyper communiqué. On n'a pas vu Airbnb propose aux migrants, et je trouve que c'est plutôt classe de se dire que vous faites quelque chose finalement d'assez caritatif. Alors un peu c'est quoi humanitaire. votre engagement pour les réfugiés, les migrants? L'engagement d'entreprise au niveau mondial, c'est d'accueillir 100 000 personnes dans les logements Airbnb d'ici 2020. Et en France, on a lancé effectivement cette plateforme, vous avez raison, merci de le souligner, qui s'appelle Open Homes, qui permet à des hôtes, qui est complètement à part d'Airbnb. Hein. Donc on n'est pas forcément... en France, ça marche, et en France, ça marche, ouais, ça a été lancé. Alors on a... Gérard Collomb est au courant, ça peut l'aider peut-être. Faut pas trop ébruiter parce que on va non, mais il va être débordé. Non mais monsieur Maillot, vous avez raison, c'est un très bon point. On va discuter avec l'administration et le gouvernement sur ces sujets-là, parce qu'on pense on va pas du tout se substituer, mais on pense qu'on peut être complémentaires, parce qu'on a 300 000 hébergeurs. Il y en a une partie d'entre eux qui ont certainement envie d'accueillir des gens, pas forcément des migrants, mais des gens vulnérables. Des gens qui vous appuyez à fond là. Et on travaille déjà avec la mairie de Paris là-dessus. On travaille avec le SAMU social de Paris et l'association qui s'appelle Élan, qui fait de l'accueil des réfugiés. Et on travaille avec Singa, qui fait ça. Réfugiés bienvenus aussi. Parce que oui, on sait ce qu'on sait faire, nous. C'est la mise en relation et le lien social. Mais on n'est pas des spécialistes des réfugiés, mais en revanche, on peut mettre en relation les gens. Mais comme quoi, l'économie collaborative, il faut pas aller regarder et se dire qu'ils vont vider Paris d'habitants et remplir de touristes. En fait, c'est toujours l'excès en France. Quand même, ça chasse un peu les habitants de certains quartiers. Ouais, mais puis, tu peux dire comment tu peux louer 120 jours ton appart sans en faire un commerce. Moi, je pourrais pas louer même 119 jours. Mais ça dépend. Tu es retraité, tu as une maison en province et que tu passes 4 mois de l'année dans ta maison à la campagne. Ton appartement de Paris il est vide. Oui, ton appartement. Excuse-moi, ton appartement de Paris il est vide. C'est l'immense majorité des propriétaires, c'est des retraités qui sont. Mais il y en a plein. Mais j'en connais plein. Si je peux me permettre, j'ai raison ou pas? Mais complètement. C'est pas l'immense majorité, mais c'est entre 15 et 20% aujourd'hui, et c'est le segment qui croît le plus vite. En fait, ce qui est intéressant, c'est les retraités, les plus de 60 ans. Et c'est le segment chez nous qui a les meilleures notes, les meilleurs commentaires. Mais bien sûr.
Comme ils ont du temps et de l'espace, ils vont passer du temps avec les gens, donc ils ont des commentaires absolument quand même. Allez, on continue d'en parler avec le directeur d'Airbnb France et Belgique, Emmanuel Maril, qui passe le grand oral des grandes gueules. À tout de suite sur RMC, sur numéro 23. RMC, les grandes gueules. RMC jusqu'à 13h. Sortez d'ici. Alain Marchal. Non, pas vous, lui. Olivier Truchot. Non, vous restez, vous sortez. La vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Les grandes gueules. Alors je parle, vous parlez, qui commence? Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. La suite des grandes gueules sur RMC et sur numéro 23 avec le patron en France d'Airbnb, cette plateforme communautaire de location de logements entre particuliers, Emmanuel Maril, qui vient d'arriver. Alors quand même, parlons du sujet qui fâche. Vous payez vos impôts ailleurs qu'en France. Vous payez vos impôts en Irlande, c'est ça? On paye nos impôts en France. On paye tout ce qu'on doit payer en France en France. On paye de l'impôt société, de l'impôt sur le revenu, des charges sociales, des charges patronales, de la TVA. Tout est payé en France. Tout est payé en France. Et ce qui est important, il y a des choses qui sont payées en Irlande. Tout ce qu'on doit payer en France est payé en France. D'accord. Voilà. Ce qui est et le reste en Irlande. En Irlande, l'Irlande doit l'impôt payer sur les sociétés. L'Irlande doit certainement payer de l'impôt aussi parce qu'on a notre siège social européen, qui est en Irlande. Les mêmes en Irlande, par contre, vous le savez. Sur l'impôt société, mais aujourd'hui, l'Airbnb France, c'est la question, c'est celle-ci. Airbnb France paye ses impôts et les impôts qu'elle doit payer en France évidemment. Voilà, on a quand même 10 millions de Français qui sont sur notre plateforme, 10 millions d'utilisateurs français. On ne pourrait pas se permettre d'être hors cadre de la loi sur un sujet aussi sensible. Et depuis le début, vous payez des impôts en France? Depuis le début. En fait, en 2012, on est arrivé en France avec en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Italie, avec un siège en Europe à Dublin. Si on prend un peu de recul, c'est quand même formidable l'activité que vous avez créée, vous et d'autres. C'est-à-dire que finalement, ça ne crée pas d'emploi. Ça permet effectivement des propriétaires de gagner de l'argent, mais ça ne crée pas d'emploi. Ça soutient une étude qui montrait que ça soutient 30 000 emplois en France. Vous n'avez pas de salariés ou très peu, et finalement ça génère quand même beaucoup de revenus, de chiffre d'affaires. C'est ce que je disais, c'est 1 milliard d'euros sur les 12 derniers mois pour les Français, donc dans la poche des Français. Oui, en fait c'est ça crée du pouvoir d'achat, ça soutient des emplois indirects, ça crée de l'économie. Alors 1 milliard c'est dans la poche des Français directement, 6,5 milliards donc des hébergeurs, et sur 2016 c'est 6,5 milliards d'euros dans l'économie. Les restaurants, les transports, les gens qui viennent sur Airbnb ils restent plus longtemps. Non mais je veux dire parce que dans un hôtel, un peu plus. Oui mais dans un hôtel il y a du personnel, voilà, il y a des salariés, donc on peut comprendre aussi que l'hôtellerie, il faut aussi la défendre parce que Airbnb c'est bien mais ça ne crée pas d'emploi. Mais dans un hôtel il y a de l'emploi, c'est bien évidemment, vous avez raison. Dans un Airbnb, ça crée de l'emploi. Pourquoi? Parce que si vous louez votre appartement sur Airbnb, vous allez aussi peut-être avoir des frais de ménage, vous allez avoir des frais d'entretien, vous allez avoir ce type de frais-là qui font que ça va générer de l'emploi induit. C'est pour ça qu'on dit on soutient de l'emploi. Et ensuite, les gens qui viennent dans un Airbnb vont faire des courses dans le quartier. Donc vous parliez tout à l'heure, vous disiez qu'on faisait fermer des petits commerçants. Pour moi, pour le coup, ça c'est très éloigné de la réalité. Au contraire, aujourd'hui, on voit bien, ça fait au contraire énormément de bien au commerce de proximité, puisque les gens vont dans l'épicerie du coin, dans la boulangerie du coin. D'ailleurs, ils demandent à l'hébergeur quelle est la meilleure boulangerie quand on est étranger, qu'on vient à Paris, quelle est la meilleure boulangerie pour aller acheter mon pain le lendemain matin. Donc, au contraire, ça disperse le tourisme et ça a un impact économique fort. Barbara nous a appelé au 32-16. Bonjour Barbara. Bonjour les grandes gueules. Vous habitez Limoges. Bonjour. Oui, j'habite Limoges, bonjour. Alors, expliquez-nous, quel est votre problème? Alors, moi, je voulais apporter un éclairage tout à fait différent de celui qui est donné par Monsieur Maril, je crois. Oui. Oui, c'est ça. Donc, en fait, maintenant, nous sommes bien loin de l'esprit communautaire du départ d'Airbnb, en sachant que ce sont des logements maintenant entièrement dédiés à la location Airbnb. Donc, ce ne sont plus des propriétaires qui s'en vont en vacances et qui louent leur appartement pour se payer leurs propres vacances. Ce sont à Limoges, ce sont des appartements dédiés uniquement à la location, donc qui échappent entièrement aux revenus fonciers. Voilà, par rapport à un propriétaire qui loue à l'année et qui lui paye ses revenus fonciers et tout le tralala. Et ce que je voulais dire à Monsieur Maril, je sais pas s'il est conscient que beaucoup d'appartements maintenant sont loués par des prostituées, des escortes de passage,
Et quand vous interrogez les propriétaires, ils se cachent derrière le site Airbnb en disant moi c'est pas moi qui gère, c'est Airbnb qui gère. Donc je voulais savoir s'il était au courant que la plupart des appartements maintenant étaient loués à des prostituées. Emmanuel Maril. Donc je vais répondre. Alors la plupart des appartements, il y en a plus de 400 000 en France. Je pense pas que je pense que j'entends votre point bien évidemment. Je connais pas la situation précise à Limoges. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau national, la plupart des appartements sont des résidences de particuliers, que la plupart des personnes qui sont sur Airbnb n'ont qu'un appartement ou une maison sur Airbnb, et que l'immense majorité aujourd'hui des personnes qui louent leur appartement sont des particuliers. Qu'il y ait après des gens qui le louent plus longtemps, oui, les résidences secondaires, on en parlait, on peut les louer 365 jours par an si on veut. Il y a aussi des professionnels sur la plateforme, il y a des maisons d'hôtes, il y a des gîtes, il y a même, on a fait un partenariat. Monsieur Maril, s'il vous plaît, répondez, est-ce que vous savez qu'Airbnb, l'image de marque d'Airbnb est entachée par les propriétaires qui louent exclusivement à des prostituées toute l'année, qui se servent de Airbnb la première fois pour attirer effectivement ce genre de population et qui après louent au black, si vous voulez, ne passe plus par vous. Donc vous perdez de l'argent. Mais il y a peut-être, oui. Pardon, excusez-moi, sur la partie, sur la question des prostituées dans les logements Airbnb, écoutez, il y a peut-être eu quelques cas de ci, de là, mais on peut vraiment pas parler de la majorité. On n'a pas attendu Airbnb pour avoir la prostitution, oui, excusez-moi, dans les hôtels. C'est un détournement, en fait. Donc, d'accord, ça reste une dérive inacceptable en tant que locataire, résident, propriétaire, mais néanmoins, si vous allez dans certains hôtels en périphérique, ou même pas forcément périphérique, il y a le même sketch qui se passe. Donc c'est pas le, je suis pas un lobbyiste de Airbnb, mais là quand même, c'est pas Airbnb qui a créé la prostitution. Non, mais c'est pas Airbnb qui crée la prostitution, mais c'est pas bon pour l'image de la bien sûr. Non, mais évidemment. Mais on parle de cas, bien évidemment, mais on parle de cas, il me semble, de cas vraiment rarissimes. Donc après que ça fasse un petit peu de bruit et que ça puisse être néfaste pour notre image, certes, évidemment, c'est un phénomène qui dépasse largement notre plateforme. Merci Barbara, merci à vous. Merci d'avoir appelé. Beaucoup. Merci à vous. Mais alors, il y a aussi quand même le problème dans certains immeubles où finalement, et notamment dans les grandes villes comme à Paris, tout le monde devient Airbnb, donc c'est le va-et-vient permanent. Alors il y a des propriétaires qui se plaignent en disant bon, c'est sûr que ça apporte des nuisances, des touristes tous les jours qui débarquent le matin, qui repartent le soir, qui ne sont pas toujours très respectueux de la copropriété parce que comme ils sont pas chez eux, ils disent je peux faire un peu de bruit, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait contre cette dérive ? Alors, ces problèmes de nuisance, c'est un sujet qu'on traite aujourd'hui. On a créé un outil qui permet de mettre en relation des voisins entre eux, parce qu'on ne sait pas exactement forcément si jamais on entend il y a un peu de bruit, etc. On a envoyé, notamment à Paris, où il y a une vraie concentration de l'hébergement en global, à Paris, on a envoyé un kit dans lequel on explique et on envoie des emails aux voyageurs en disant vous arrivez à Paris, attention, les murs sont peu épais, il y a du parquet, etc. Donc des choses vraiment toutes simples, très standards, très pragmatiques qui nous, alors on n'a pas vocation à éduquer la totalité de la population des gens qui voyagent sur notre plateforme, mais en tout cas les informer et leur dire de faire attention à ces nuisances-là. Voilà. Jacques ? Une question, 120 jours par an à Paris. Et pourquoi il n'y a pas une harmonisation au niveau européen ? Pourquoi c'est pas la même durée partout ? Je suis pas législateur, mais c'est vrai que c'est 120 jours à Paris. Vous disiez tout à l'heure, c'est 90 à Londres. Oui, et il y a énormément à Amsterdam. Voilà, il y a énormément de villes en Europe où il y a aucune limite en fait aussi. Donc, il y a des endroits où il n'y a aucune limite. Bien sûr, bien sûr. C'est beaucoup mieux ça. On devrait généraliser aucune limite. Toutes les villes quand même limitent un peu parce que justement pour éviter les dérives. Nous, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Vous aviez raison. Je pense que il faut réglementer parce que c'est tout nouveau. Faut pas étouffer. Voilà. Bien sûr. Pour moi, c'est l'enjeu principal des prochains mois, des prochaines années. Il faut surtout éduquer les gens à cette façon de vivre. Oui, mais c'est ça en fait. Il y a des enjeux quand même importants parce que si effectivement, alors vous nous dites non, c'est quand même, ça reste encore des Parisiens ou des Bordelais qui louent et qui reviennent ensuite. Mais il y a aussi quand même des gens qui ont trouvé du business, qui achètent plein d'appartements, qui n'habitent pas à Paris. Et ces gens-là ne payent pas d'impôts dans la ville. C'est-à-dire que c'est aussi des imposables en moins. Et je vois bien qu'à Paris, ils se disent, le Parisien qui s'en va, c'est aussi c'est quelqu'un qui ne payera plus d'impôts. Mais le Parisien qui s'en va, entre guillemets, ils n'ont pas attendu Airbnb pour éventuellement quitter la capitale. Ça fait depuis 1958 que la population à Paris baisse. Elle a un peu augmenté entre 2009 et 2011. Ça remonte légèrement. Ça remonte légèrement. Ça, j'en suis sûr. Ça a remonté de 2007 à 2011.
2011, vous avez raison, et en fait, c'est en train de rebaisser. Ça rebaisse. Ça restagne. Mais ce que je veux dire, c'est que Faut qu'il y ait structurellement, l'alternance à Paris, ça va monter. Mais ça baisse pourquoi? Pas à cause d'Airbnb. Non. Je pense que la façon de vivre la ville a évolué et évolue très rapidement aujourd'hui. La voiture, le moyen de circulation, le nombre d'enfants par famille et par foyer a baissé, donc il y a plus de foyers et donc vous allez contribuer à faire des villes, hein, c'est peut-être d'ailleurs le sort de ces villes, des musées en fait, des villes musées, des villes pour touristes. C'est-à-dire qu'on ira effectivement visiter les beaux quartiers de Bordeaux, de Paris ou de Lyon. On n'y vivra plus, on aura un logement Airbnb parce qu'il y aura que du logement Airbnb, mais ces villes ne seront plus des villes comme on les connaît aujourd'hui. Mais c'est justement l'inverse qu'on veut faire avec cette plateforme. Ce qu'on veut, c'est au contraire que les gens qui viennent à Paris visitent Paris, mais pas uniquement les quartiers très touristiques, qu'ils aillent dans d'autres quartiers, qu'ils aillent à la Butte-aux-Cailles, mais les habitants, à Ménilmontant. Les habitants sont chassés de ces centres-villes. Mais c'est les habitants qui accueillent ces gens-là. Et ils les accueillent parce qu'ils partent un week-end, parce qu'ils partent en vacances, ou parce qu'ils ont une chambre ailleurs et qu'ils ont simplement regardé 2 pièces. Mais regardez, il y a 25% des hébergements qui sont en Île-de-France qui sont des chambres chez l'habitant. C'est des chambres chez quelqu'un. On va chez quelqu'un, avec quelqu'un, cette personne qui reste dans l'appartement, dans la maison. Donc, la vocation d'Airbnb, c'est plutôt voyager autrement, vous voyez. C'est d'essayer de voyager de manière plus authentique ailleurs. Sortir un peu il y a 20 000 communes dans lesquelles il y a un Airbnb en France. 20 000 sur 34 000. Ah oui. 20 000. Donc même dans les petites villes, il y a un Airbnb. Bien sûr. Et sur ces 20 000 communes, il y en a que 7 000 dans lesquelles il y a un hôtel. Donc il y a 13 000 communes dans lesquelles il n'y a pas d'infrastructure d'accueil, en fait. Comment vous pourriez faire pour rassurer Jimmy Mohamed qui ne peut pas louer son appartement alors que sa femme aimerait bien? Ma femme me couperait la tête, je pense, si je suggérais ça. Mais c'est vrai que c'est mon angoisse, moi, même quand je pars en vacances, de laisser ma cuisine, avec ma salle de bain, mes toilettes, mon lit, même si la literie est changée, de savoir à des inconnus, mon parquet. Moi, je fais très attention à mon parquet. Mais alors, mon fils qui joue, alors j'ai acheté un jouet il y a pas très longtemps, il l'a fait tomber, il m'a cassé un morceau de parquet, j'ai jeté le jouet. Donc j'ai une obsession, mon parquet Non mais ça Jimmy, Airbnb peut rien faire pour toi. Bah oui, c'est ça. Là sur le parquet, alors moi j'adore louer ma maison, j'adore. Je trouve ça super, mais ce que je voulais rajouter, c'est que en fait la modification de Paris, elle est pas liée à cette nouvelle façon de se loger, elle est liée à d'autres phénomènes. C'est que Paris est devenu extrêmement cher, que pour un 2 pièces c'est hors de prix, et que les gens aspirent à une autre qualité de vie. Ils se disent, mais c'est beaucoup ça. Le départ de Paris. Ouais, moi, autour de moi, j'ai énormément d'amis qui partent. Ils vont à 10, 15 kilomètres de Paris parce que ils trouvent plus d'intérêt à se payer la pollution, la circulation, les travaux toute l'année. C'est devenu sale. J'ai un cercle d'amis très proches. Aucun n'habite à Paris. Des médecins. Voilà. Donc c'est aucun d'entre nous n'habite à Paris. C'est pas que je veux défendre Airbnb, mais c'est pas la raison, quoi. Voilà, les loyers parisiens sont. Les classes moyennes partent et même maintenant les cadres sup. Ben voilà. C'est pour ça qu'on a des. Il y a quand même eu une politique de logement social. Il y a quand même eu des programmes. Ah bah si, réellement à Paris. Logement social. Par exemple, dans mon arrondissement, il y a vraiment une. De ce côté-là, ça a changé. Dans le 14e donc on a soit des logements sociaux, soit des logements pour les riches. C'est vrai que ça manque entre les deux. Ce qui fait une ville, c'est les classes moyennes. Ça c'est vrai. Au niveau des classes moyennes, il y a un véritable problème là-dessus. Parce que les classes moyennes et cadres sup peuvent pas accéder aux logements sociaux et elles peuvent pas acheter non plus. Donc on est obligé de partir un peu plus loin. Au niveau des classes moyennes, c'est vrai. Et c'est pour ça que j'invite les Parisiens à mettre leur appartement ne serait-ce que quelques jours par an. Ça fait du pouvoir d'achat, ça leur permet de rester, ça permet de payer les charges, un peu de rénovation. Les parties communes, c'est compliqué à Paris, on le sait bien tous. Donc, et tout le monde peut le faire avec ses résidences principales. Si vous êtes locataire, il suffit juste d'avoir l'accord écrit de votre propriétaire. Donc tout le monde peut le faire. Et les locataires qui sont souvent un peu plus jeunes, des étudiants par exemple, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin, honnêtement, quand on est étudiant aujourd'hui à Paris, pour se loger à Paris, donc allez-y, il faut demander pour l'image de la France et puis pour le tourisme et puis pour pour la relation qu'on peut avoir avec les gens à travers le monde, la chambre d'hôte, c'est génial. Comment mieux connaître les Français que de partager une chambre qu'on a de vie parce que les chambres d'hôtes, c'est quelque chose qui marche super bien. Je pense que par exemple les gîtes ruraux, les chambres d'hôtes qui existent depuis très longtemps. Moi, j'ai beaucoup utilisé les gîtes ruraux, ensuite les chambres d'hôtes. Ça, c'est au niveau de la qualité de vie et des relations internationales dans le tourisme, c'est vachement important. C'est capital, quoi. Merci Emmanuel Maril d'être venu ici nous expliquer Airbnb, comment ça fonctionne, répondre aussi aux critiques. Et vous êtes toujours le sosie officiel en France de Matt Damon. Je ne sais pas quoi répondre. C'était la question bonus. C'est la question bonus. Prenez-les comme vous voulez. Allez, restez avec nous, ça vous intéresse. La vie de GG, c'est encore quelques minutes parce qu'on va parler voyage et vacances. La vie de GG. RMC, les grandes gueules. La vie des GG.
Un coup de cœur, un coup de gueule d'une de nos grandes gueules, et c'est Jimmy Mohamed qui voulait nous alerter sur les arnaques qu'on peut parfois trouver concernant les réservations de vacances en ligne. T'as été toi-même victime. Ouais, alors c'est vrai que victime, bon, et tout s'est bien passé. Quand on est parti en vacances sur un site de réservation pour réserver des hôtels, les comparatifs, où on me dit bon, il y en a plusieurs. Moi, quand je pars en vacances, je vais sur Booking, Trivago, voilà les trucs. Je tape comparateur d'hôtels assez classiques. Et donc on a réservé un hôtel, et une fois arrivé sur place, l'hôtelier me dit écoutez, est-ce que ça vous dérange pas d'annuler votre réservation sur le site? Et je comprends pas trop. Je dis mais pourquoi voulez-vous que j'annule? Il m'a dit écoutez, le site sur lequel vous avez réservé me prend 30% de commission. Donc il y a 30% qui vont pour le site de réservation, et il me dit mais du coup si vous annulez ces 30%, je vous surclasse. Et il voulait même que je paye en carte bleue. Il dit c'était pas d'arrangement au black en disant paye-moi en espèces, je déclare rien, je paye pas d'impôts. Et en fait il m'a expliqué, et je lui dis ok, pas de problème, mais je lui dis mais vous, c'était la dernière chambre disponible, il y a marqué dernière chambre, faites vite. Il m'a dit mais non, c'est pas vrai, que sur les sites de réservation en ligne, quand on vous explique attention, dernière chance, dernière opportunité, c'est les hôtels où ceux qui organisent les réservations ont le plus de marge. Et donc en fait on se fait avoir. Moi j'ai été pressé, je dis ah oui c'est la dernière opportunité, donc je vais aller. Et je me suis intéressé à ça. Il y a eu une enquête il y a pas très longtemps qui montre que en fait ceux qui font les réservations gonflent les prix artificiellement. Et donc en fait quand vous faites la comparaison ensuite sur le site même de l'hôtel, vous tombez sur des prix complètement raisonnables, et parfois même moins chers que l'hôtel que le voyagiste, pas le voyagiste, que le site de réservation. Donc c'était pour dire aux gens attention, soyez malins, parce que moi j'étais malin avant sur les notes. En fait, je me disais quand il y a trop d'avis positifs, c'est pas possible, c'est une arnaque. Ils doivent acheter des avis. Je vois 800 avis positifs, Singapour, Hong Kong, de partout. Ça va être une arnaque. Mais non, l'arnaque elle est aussi présente sur les prix, sur les chambres disponibles, et même sur les chambres coup de cœur. Alors comme par hasard, les chambres coup de cœur, c'est aussi les chambres où il y a le plus de marge. Donc attention, peut-être qu'il faudrait un peu laisser tomber ces comparatifs. Ça peut nous donner une bonne idée de l'offre proposée. On peut aller directement sur le site de l'hôtel, ou les appeler, leur dire voilà. Et c'est vrai que souvent, en fait, une autre fois, on a fait ça. On a appelé directement l'hôtel, il nous a fait une remise supérieure à celle proposée par le groupe sur Internet. Bon, c'est intéressant. Non, mais moi je connais bien ces sites-là, et c'est vrai que l'astuce c'est de passer en direct. Alors ils ont un avantage ces sites-là, c'est que quand on est dans un endroit, on se géolocalise et on a les disponibilités des hôtels dans le coin. Parce que ça c'est pas un hôtel, il le donne pas. Je veux dire, oui, ça donne une visibilité. Voilà, ça donne une visibilité, ça donne une indication des hôtels disponibles, du classement, etc. Après, c'est vrai qu'en passant en direct, c'est parfois vrai, mais ça reste le service rendu, c'est surtout la mise en relation d'un certain nombre d'hôtels dans un temps assez record, un tri plutôt bien fait, des prix, etc. Mais donc de transparence, moi je préférerais payer une commission au site directement. Oui, mais qui va pas massacrer je suis d'accord avec toi, Jimmy. Mais il y a un moment donné, on peut pas tout avoir. On peut pas avoir des mecs qui te créent des infrastructures virtuelles où en 2 minutes tu as dans un périmètre bien défini un service qui te donne tous les hôtels, et après ils prennent 0 com. C'est-à-dire les mecs ils travaillent pas. Ils prennent 25 à 30%. Mais pas toujours, ça dépend. Il y en a c'est 5, il y en a c'est 10, il y en a c'est plus cher. Emmanuel Marie, que faites-vous justement sur ces risques d'arnaque, des gens qui pourraient mettre leur appartement sur le site Airbnb, en fait tout serait virtuel, faux. Nous, il y a une chose, et ça répond un peu à la question que vous aviez tout à l'heure, comment mettre votre appartement sur la plateforme. Il y a une chose qui fait vraiment qui est fondamentale, c'est la double notation, c'est-à-dire que le voyageur va noter l'hébergeur et l'hébergeur note le voyageur. Et seulement ceux qui sont allés dans l'hébergement ou qui ont fait le voyage peuvent noter l'autre, ce qui est un peu différent des autres systèmes de notation. Donc on a c'est ce qui est une tectonique des plaques, c'est ce qui tient toute la plateforme finalement. Et donc c'est ça qui est rassurant. Donc on voit un super hôte avec 5 sur 5 et 50 commentaires, c'est absolument authentique. Là vous y allez, alors là, les yeux fermés, ça va être fantastique. Contrairement à certains hôtels, je vois des trucs avec 380 avis, je me dis c'est formidable, une fois que j'ai atterri, je dis c'est pas possible. Ça jette les avis. On peut acheter. Ah oui, il y a des trucs, bien sûr. Ils achètent au lot pour certains hôtels, et tu te rends compte une fois que t'es dans l'hôtel, tu dis mais comment les gens ont pu le trouver si extraordinaire que ça. Tu dis il y a un décalage entre ce que les gens t'expliquent et ce que tu vis réellement. Et donc ça a été montré que oui, des gens achètent des commentaires. Sur Airbnb, effectivement, plus il y a d'avis positifs, mieux c'est, et on se dit là on est sûr de pas se planter quoi. La chance c'est vraiment après c'est peut-être la décoration qui peut pas plaire, c'est différent, mais oui bien sûr. En tout cas, il y aura pas de tromperie sur la marchandise comme non. Voilà.
Merci Emmanuel Maril d'être venu pour parler un peu vacances, ça nous fait du bien avec Airbnb. Merci pour cet avis de GG, Jimmy Mohamed. Jacques, faut être vigilant de toute manière, toi qui as été dans le voyage vigilant. pendant des années, tu as créé une nouvelle frontière. Faut faire jouer la concurrence. Faut faire toujours jouer la concurrence. Oui, toujours. Et t'as bien aimé, c'est le client. Ah oui, Le client n'appartient à personne. Oui, ça t'aime bien. Allez, ça à résume suivre. tout, ça. Les GG et vous.